Merci beaucoup. Je remercie l'ASFAR et le comité d'organisation du congrès d'avoir pensé à moi pour vous parler de cette thématique qui me tient beaucoup à cœur. Je travaille dans une réanimation polyvalente au CHU de Toulouse, là dans le bâtiment rouge au 4e étage, où on a le téléphérique qui passe par-dessus. Vous êtes les bienvenus si vous avez envie de découvrir le service. Je n'ai pas de conflit d'intérêt avec cette présentation, mais bien entendu que de l'intérêt, donc je vais essayer de vous le transmettre. Je voulais, à cette occasion-là, que vous puissiez vous mettre à la place des patients qui vont jouer leur vie en fait, quand ils sont hospitalisés en réanimation. Donc vous imaginez un scénario qui peut arriver, hein, puisqu'on prend des patients... pas que des patients âgés de 90 ans en réanimation. Hein. Vous avez une pneumopathie à la maison, vous avez de la fièvre et malheureusement, vous avez un peu tardé à la traiter, vous évoluez défavorablement malgré une antibiothérapie qui paraissait adaptée. Et un soir, votre compagne ou compagnon vous dit non, là, il faut quand même aller aux urgences, tu respires de plus en plus mal. Et vous vous trouvez assez rapidement nu sur un brancard aux urgences avec une petite blouse, vous savez, celle qui ne ferme pas derrière, là, les boutons, là, où on voit nos fesses. Un interne vous a évalué, venu vous voir, plus ou moins un chef. On parle de vous à la 3e personne. Oui, non, quand même, ça va pas. Vous voyez que vous avez les doigts un peu bleus, puis vous montez au déchocage, voilà, poussé par l'interne. Et puis malheureusement, rapidement, les choses s'accélèrent. On vous met de nombreux cathéters, vous recevez les antibiotiques. On vous fait des prélèvements plus ou moins douloureux, sans parfois avoir le temps de trop vous expliquer. Et puis malheureusement, il faut vous intuber. Et là, c'est la dégringolade, sédation, curarisation, amine, monitorage, expansion volumique. Et c'est le blackout, avec la peur, en plus, d'avoir été endormi et de peut-être ne jamais vous réveiller. Et puis vous vous réveillez, puis vous êtes dans un lieu que vous ne connaissez pas, avec des dispositifs variés qui peuvent faire du bruit. Un lieu qui est quand même relativement froid, et ça c'est une de mes internes, on a fait une petite vidéo pour le topo sur les inconforts en réa à l'ASFAR, avec une webcam sur la tête. Elle s'était prêtée au jeu, on l'avait attachée, on lui avait scotché son intubation dans la bouche, elle a été scopée toute seule dans une chambre. Et je pense que ça va lui servir beaucoup dans sa vie d'interne et pour la suite, parce qu'elle s'est mise à la place du patient. Et je vous conseille, si vous pouvez, d'essayer de le faire, de voir ce que c'est que d'être totalement dépendant des gens qui sont autour de vous et dont votre survie dépend des autres, en fait, et vous n'êtes plus du tout acteur de vous-même. Et donc, cette capacité, finalement, qu'on a, nous, à mettre beaucoup de dispositifs, hein, parce que des fois, ça peut terminer comme ça, il faut qu'on en ait conscience. Et donc, une fois la sédation, l'analgésie, vous avez paralysé vos patients, vous les avez curarisés, vous les avez beaucoup remplis, comme on dit, à la phase initiale, pendant les 24-48 premières heures. Les patients ont pris 10-12 kilos, ils ont des vasopresseurs, des extrémités froides, cyanosées, marbrées, de nombreux cathéters, parce qu'on ne sait plus où en mettre, des moyens de monitorage invasifs, ça peut être des Swan-Ganz, des cathéters de thermodilution transpulmonaire ou bien du débit cardiaque avec un Doppler œsophagien, plus ou moins des patients qui vont être contentionnés, qui reçoivent d'autres thérapeutiques, mais finalement ça va faire le lit du délirium, de la faiblesse musculaire qui va apparaître chez les patients, des œdèmes. Hein, quand on a 10 kilos dans chaque jambe, au bout de quelques jours, imaginez combien c'est difficile de vous mobiliser dans le lit. Vous allez avoir des douleurs, vous allez vous sentir isolé dans une chambre, même si les infirmiers, les aides-soignants vont s'occuper de 2 ou 3 patients, il y a forcément des moments où vous allez être seul dans une chambre, où parfois vous n'avez même pas la sonnette à disposition pour appeler à l'aide ou pour faire part de votre peur et de votre peur de mourir, de l'anxiété, des troubles du sommeil que ça va générer. Et bien en fait, la réhabilitation, qui est même un anglicisme, parce que j'ai eu du mal à trouver finalement une définition correcte en français du mot réhabilitation, c'est finalement défaire tout ce qu'on a fait et essayer de corriger, de traiter, de diagnostiquer, de prévenir ce qu'on a généré. Donc en fait, c'est le calme après la tempête. Après la tempête, qu'est-ce que c'est? C'est le Post-Intensive Care Syndrome qu'a évoqué Nicolas. C'est vraiment le syndrome post-réanimation. Et je vous invite à lire cette conf d'actualisation de la vie après la réanimation. Et le Post-Intensive Care Syndrome, vous voyez, il y a des déficits physiques, en plus des dysfonctions cognitives et psychologiques qui vont intervenir. Et c'est là qu'on a toute notre place pour essayer d'y travailler dès la réanimation.
Et donc, Margaret Herridge, qui a été évoquée par Nicolas aussi, elle a travaillé depuis plus de 20 ans en fait, sur ça, et elle a regardé le devenir à 1 an. On a arrêté de regarder combien j'ai de patients intubés, le recours à la dialyse, en fait. Mais vraiment, on a arrêté cet effet tunnel et on a regardé à plus long terme. Que deviennent les patients à distance? Et quand on regarde à 1 an, dans la cohorte de patients qu'elle avait suivis, la majorité des patients n'avaient même pas retrouvé leur poids de départ. Ils n'étaient pas en capacité de retourner au travail. Vous voyez, on avait près de 50% des patients qui n'étaient pas retournés au travail et un test de marche de 6 minutes qui était à peine à 2/3 de ce que les patients auraient dû faire pour le même âge. Et elle publie là un dernier édito qui est paru cette année et qui dit qu'en fait, il faut probablement arrêter de regarder des outcomes à J28, J30, J90 et vraiment reculer d'un pas. Et je dis ça pour les plus jeunes d'entre nous qui sont dans la pièce et qui ont envie d'avoir des résultats de suite. C'est notre métier. On met un cathéter, on met de la noradrénaline ou on fait un mini fluid challenge et on veut une réponse dans les 10 minutes, dans les 15 minutes. On intube le patient, on le met en DV, on veut une réponse dans les quelques heures. Et en fait, c'est notre défaut et notre qualité, notre force aussi, mais c'est notre défaut. On veut action, réaction. Et en fait, pour la qualité de vie et le mieux vivre après la réanimation, et introduire la réhabilitation en réanimation, il faut de la patience. Donc en réanimation, vous parlez tous de neuromyopathie de réanimation. Le terme consacré en anglais, c'est celui-ci, ICU Acquired Weakness. Et donc ce qui va être important, et moi on me l'a toujours dit, c'est qu'il faut réanimer le muscle. Il faut réanimer le muscle. Pourquoi? Parce que quand vous commencez à ventiler des patients, déjà au bout de 2 jours de ventilation, quand on regarde des biopsies diaphragmatiques, on voit que les fibres musculaires sont totalement dystrophiques, bien plus petites, et on a beaucoup moins de chaînes lourdes de myosine. En fait, on a une atteinte du muscle qui est très précoce en réanimation, et ce d'autant que les patients sont ventilés. Et un chiffre qui est important à retenir aussi pour vous, c'est la perte musculaire que l'on va avoir au cours du temps en réanimation pour les patients. Vous voyez, elle est assez linéaire. Là, vous avez pendant 15 jours, quelle que soit la méthode d'évaluation du muscle, vous voyez que c'est à peu près 2% de perte musculaire par jour. Donc au bout de 15 jours, et c'est pas rare d'avoir des patients qui sont en réanimation pendant 15 jours, 3 semaines, et nous on a 2 patients là, qui sont là depuis 2 mois presque, vous imaginez bien la perte musculaire que l'on peut avoir. Donc vous voyez, au bout de 15 jours, on est à moins 25-30% de masse musculaire, c'est énorme. Donc la faiblesse musculaire, elle va combiner à la fois une atrophie musculaire et une perte de fonction. On va passer rapidement sur la physiopathologie, mais l'immobilisation, le fait d'être en surcharge hydrosodée, le fait d'avoir une dénervation fonctionnelle, des altérations neuroendocrines et qui sont bien en faveur du catabolisme à la phase initiale de la réanimation, auxquelles vont se rajouter des altérations de la structure même du muscle. Imaginez votre patient qui est marbré, on a totalement sacrifié la vascularisation cutanée, musculaire. C'est pour ça que les gens ils ont des crampes, ils ont mal, là, ils ont une vasoconstriction intense et le muscle est totalement sacrifié dans l'histoire, au bénéfice d'autres organes et heureusement. Et finalement, ces mécanismes-là vont concourir à l'installation d'une faiblesse acquise en réanimation. Donc on va lutter contre à la fois une neuropathie axonale et une myopathie qui est mise en place, qui va arriver très rapidement en réanimation. Cette faiblesse en réanimation va être assortie de complications à court terme qui sont bien démontrées dans la littérature, avec une augmentation de la morbimortalité des patients, des durées de ventilation mécanique, des échecs d'extubation, mais également des complications à plus long terme. Et c'est celles-là qui vont nous intéresser aussi. Et il est intéressant aussi de voir que finalement, votre dernier MRC, on va y revenir dessus, votre dernier score finalement de force musculaire à la sortie de réanimation va être associé à la survie ou pas à la sortie de réanimation. Et vous voyez que des MRC inférieurs à 48, qui est le score limite pour dire qu'il y a une faiblesse acquise en réanimation, va être associé à une diminution de la survie dès la première année, et encore plus quand on a une dysfonction sévère. Et c'est encore plus vrai quand on prend encore un pas de recul et qu'on regarde la survie à 5 ans. Donc c'est important de le prendre en charge, cette réhabilitation. Comment on va évaluer cette dysfonction neuromusculaire en réanimation? Le plus simple, c'est le score MRC que vos kinés en réanimation connaissent très bien et qui vont pouvoir coter quasi quotidiennement pour chaque patient, avec différents niveaux de score des groupes musculaires, à droite et à gauche, membre sup, membre inférieur. Et vous voyez les cut-offs qui sont classiquement définis dans la littérature, c'est 48 pour la neuropathie acquise et sévère en dessous de 36.
Il y a d'autres examens qui peuvent donner une idée de la force musculaire, le hand grip test, mais ce n'est pas une démarche globale. Le test de marche de 6 minutes, mais c'est difficile à concevoir dans nos réanimations. Et après, on peut être plus fin avec de l'électromyographie, de l'échographie qui se développe en réanimation. Le scanner, l'IRM sont plus difficiles, on va dire, d'interprétation et finalement l'impact immédiat est discutable. La biopsie musculaire plus invasive, etc. Donc, pour prévenir finalement, il va falloir mettre en place une démarche de réhabilitation. Il y a des facteurs qui ne seront pas modifiables. La sévérité de la maladie, également la démographie. Par contre, on va pouvoir jouer sur certains facteurs en réanimation, que sont un contrôle glycémique plus précis, l'adaptation de la nutrition chez les patients, également les médicaments qu'on va utiliser, le remplissage et finalement des techniques pour limiter le temps d'immobilisation des patients. Donc ça fait plus d'une vingtaine d'années, enfin une vingtaine d'années que des auteurs ont vraiment montré l'intérêt d'une réhabilitation et d'une mobilisation précoce en réanimation. Donc ça, c'était une étude qui regardait finalement les capacités qu'avait une équipe à mobiliser des patients qui étaient intubés ou des patients qui n'étaient pas intubés ou qui étaient trachéotomisés. Vous voyez la proportion de patients. Il y a des patients qui étaient positionnés assis dans le lit ou qui allaient au fauteuil, voire même qui marchaient. C'était plus facile, notamment de les mettre au fauteuil quand ils n'étaient pas intubés. On mobilisait également les patients trachéotomisés. C'est l'époque où on a commencé à voir dans les publications des photos de toutes les équipes qui étaient assez fières de faire marcher leurs patients intubés. Mais j'en reviens à ce qui a été dit, et je ne l'ai pas cité, mais dans une excellente web TV aussi sur la réhabilitation que vous trouverez sur le YouTube de l'ASFAR. En fait, il ne faut pas complexer face à ces patients. Enfin, à ces équipes qui arrivent à faire marcher les patients intubés, parce que ce n'est pas la réalité, c'est une très petite proportion de patients. Donc c'est bien si on en arrive là, mais il y a plein d'autres étapes on va voir dans la démarche de réhabilitation. Et quand on regarde les événements indésirables qui surviennent, ils sont quand même, qu'on peut vous rétorquer, oui, mais quand même le patient va tomber, on va arracher des choses. Mais vous voyez que sur 1500 patients dans cette cohorte, c'était très faible. C'est quelques patients qui sont tombés sur les genoux, des épisodes hypotensifs qui ont été corrigés assez rapidement, ou de désaturation qui ont été corrigées avec l'augmentation de l'oxygène. Un retrait de sonde gastrique, pas de retrait de cathéter et un épisode hypertensif. Donc ils sont relativement mineurs et il n'y avait aucune conséquence en termes de mortalité. Une autre étude assez simple qui date aussi de près de 15 ans, c'était cette même équipe qui regardait l'impact d'un transfert dans une réanimation qui avait déjà cette capacité de mobiliser les patients. Et vous voyez qu'en noir, avant que le patient arrive en réa, il y avait quand même une grosse proportion de patients dans cette réanimation qui n'avaient pas d'activité quotidienne et de mobilisation. Et finalement, quand les patients étaient transférés dans la respiratory ICU, on avait davantage de patients qui étaient mobilisés, qui étaient mis au fauteuil et qui pouvaient même déambuler en réanimation. Et ça, c'est une première étude importante qui date de 2008, qui a permis de montrer l'intérêt, j'insiste dessus, pour vous, pour votre pratique, de mettre en place des protocoles de mobilisation précoce dans vos services en fonction du stade de conscience de votre patient. Et vous voyez, dans cette étude, il comparait un groupe contrôle, standard of care, avec un groupe interventionnel qui avait ce protocole-là. Niveau 1, chez le patient inconscient, qui avait des mobilisations passives et des tours avec des mobilisations répétées par l'équipe. Puis après, niveau 2, niveau 3, niveau 4, avec une augmentation des exercices qui étaient faits, un travail contre résistance, puis une position au fauteuil, position lit-fauteuil pendant au moins 20 minutes 3 fois par jour, puis la mise au bord du lit, puis le fauteuil, puis le transfert actif jusqu'à la déambulation. Et donc, ils avaient montré de façon assez claire, avec près de 150 patients par groupe, qu'on diminuait de façon très importante, on passait de 13 à 8,5 jours avant de sortir du lit, donc c'est presque la moitié, et on réduisait les durées de séjour à l'hôpital et en réanimation. Donc c'est une première grosse étude, vous voyez, avec des effectifs qui ne sont pas quand même importants, et ça sera le cas de toutes les études, parce qu'il y a beaucoup de patients qui sont exclus, mais qui a montré l'intérêt de la mise en place d'un protocole multimodal de mobilisation en réanimation. Cette étude, elle est aussi très connue parce que Dale Needham a été vraiment aussi un des précurseurs de la mobilisation précoce en réanimation. C'est un case report dans le JAMA en 2008, qui avait montré le fait également que l'équipe se donnait les moyens de mobiliser les patients intubés en réanimation. Mais dans la discussion de son article, il disait que encore récemment, en 2008, la norme, c'était une sédation profonde, le fait de rester au lit, et c'était vraiment la routine médicale et
qu'il fallait adopter une approche nouvelle chez ces patients ventilés en réduisant les niveaux de sédation et en essayant d'augmenter les thérapies de réhabilitation dès que possible et de mobiliser les patients les plus rapidement possible. Un autre essai qui a été assez impactant, qui date de 2009, paru dans le Lancet, c'était un protocole qui cherchait à comparer un bras contrôle. Vous voyez, il y a très peu de patients, mais ils ont quand même fait un Lancet, 50 patients dans chaque bras, contrôle versus intervention. Et l'intervention, c'était vraiment un bundle de soins de réhabilitation qui comparait donc ces deux groupes de patients. Et on avait vraiment un effet majeur sur la réduction des jours de délirium dans le groupe intervention, de même que la parésie acquise en réanimation et le nombre de jours sans ventilation, de même que la durée de ventilation mécanique. Vous voyez, avec finalement un retour à des capacités fonctionnelles et une indépendance fonctionnelle bien plus marquée dans les premiers 3 mois dans le groupe qui avait bénéficié de l'intervention. Donc ces anciens papiers, ils sont vraiment importants parce qu'ils ont pu montrer que c'était possible. Et surtout, le bras contrôle était un bras qui ne disposait pas à l'époque finalement de quelque chose qui est un standard de soins, je pense, pour la grande majorité des gens qui sont ici. Donc les méta-analyses qui ont suivi ont quand même toujours réussi à montrer qu'il y avait un impact sur la durée de séjour en réanimation, même si on se heurte toujours à quelque chose de négatif sur l'outcome mortalité. Et ça, c'est une méta-analyse qui est encore plus récente et qui peine maintenant à démontrer finalement que les patients ils repartent plus vite à la maison ou ils sont moins ventilés. Mais encore une fois, le bras contrôle, en fait, c'est maintenant des bras qui sont réhabilités. Donc, on amenuise la différence, alors que je pense que les premières études, elles sont vraiment très importantes. Il ne faut pas dire que ça ne marche pas, la réhabilitation. C'est juste qu'on ne compare plus les mêmes patients maintenant et qu'il faut vraiment maintenant travailler l'approche multimodale dans le bras intervention pour essayer de s'améliorer encore. Et donc, cette méta-analyse de la Cochrane concluait la même chose. Il n'y a pas de preuve pour dire que ça marche, mais il faut probablement revoir nos critères de jugement et améliorer encore l'impact et les projets dans le groupe intervention et protocole. Ça, c'est une étude aussi qui est importante et qui a montré de très beaux résultats. Et on en revient à cette démarche par palier de réhabilitation en réanimation. Et je vous engage, si vous devez mettre en place des protocoles de réhabilitation en réa, de vous servir aussi de ces idées-là. Donc, vous voyez, on revient à plusieurs niveaux de sédation et de mobilisation chez le patient. Du patient qui est vraiment à la phase initiale de sa réanimation, sédaté lourdement, parfois curarisé, qui va être au lit. Puis, rapidement, on va mettre en place des mouvements passifs, puis actif, contre-résistance. Puis on va, dès que possible, mettre le patient en position fauteuil dans le lit, puis le mobiliser au fauteuil jusqu'à ce qu'on puisse lui permettre de l'accompagner dans sa déambulation. Et dans cette étude, vous voyez, donc c'est toujours des effectifs pour Lancet, c'est 100 patients par bras. Et ça, il faut bien imaginer que ce sont des études qui ont couru sur plusieurs années. C'est 4-5 ans d'inclusion de patients. Donc forcément, il y a de la perte et qu'on a sélectionné vraiment notre population. Mais globalement, dans le bras intervention, on est arrivé plus rapidement aux objectifs de mobilisation qu'on avait souhaités. On avait largement réduit la durée d'hospitalisation en réanimation et on avait grandement amélioré le statut d'indépendance fonctionnelle à la sortie de l'hôpital, ce qui est majeur pour l'autonomie des patients. Donc, je vous engage à lire aussi cette excellente mise au point sur la mobilisation précoce en réanimation qui est parue en 2020 dans la revue du praticien en anesthésie-réanimation et qui est très didactique et qui reprend finalement tout ce qu'on peut faire en termes de mobilisation, des postures, des étirements. Voilà, je ne suis pas kiné, je me substituerai bien sûr pas aux kinésithérapeutes qui connaissent très bien leur travail. Mais vous voyez, il y a le renforcement musculaire, l'électrostimulation et puis finalement tout ce qui va aller vers une verticalisation du patient et lui redonner toute son humanité, son indépendance. Il y a des barrières quand même qui existent à la mobilisation des patients. Donc ça, c'est un papier qui a 10 ans, mais qui montre finalement que les barrières principales à la mobilisation, c'était les patients qui pouvaient être agités ou qui avaient des désordres neurologiques ou hémodynamiques ou respiratoires et des cathéters en position fémorale, alors que finalement, la mobilisation de ces dispositifs fémoraux en fait, ne pose pas de problème et ne doivent absolument pas constituer une barrière à la réhabilitation du patient. Et j'en profite pour dire que, vous voyez, médical procédure, et ça c'est typique,
La procédure médicale, non, cet après-midi, on pose le cathéter, on change les voies, nanana, bah, tant pis, on le mettra au fauteuil après, puis en fait, c'est 18 heures, on ne l'a pas fait. Ça, dans votre pratique quotidienne, il faut lutter contre ça, et je dis ça encore aux plus jeunes, ne retardez pas une mise au fauteuil, c'est plus important presque que le changement du cathéter pour le patient. Ne retardez pas ces mobilisations sous prétexte qu'un examen doit être réalisé. On le fait quand on peut, puis quand on doit remettre au lit, on remet au lit. Ça, c'est une étude, malheureusement, qui a été un peu fauchée dans son élan pendant le Covid. Donc, ils n'ont pas réussi à obtenir la significativité dans ce qu'ils voulaient. Mais c'était montrer une des techniques de mobilisation précoce, qui est la marche avec suspension. Donc, c'est les patients qui ont un harnais qui leur permet d'être mobilisés, d'être mis debout, surtout, en sécurité. Et donc, il y avait deux bras. Il y avait un bras standard of care et un bras qui faisait marcher les patients en suspension. Ils ont quand même montré, et c'est important, hein, que le nombre de jours d'indépendance fonctionnelle pour la marche, il était quand même réduit de moitié grâce au protocole. C'est-à-dire il n'y a pas de secret, quand on a mis les gens debout, qu'on les a fait marcher, eh bien, à la sortie de réanimation, ils vont être beaucoup plus indépendants. Et vous voyez, c'est 24 jours à l'hôpital contre 42 dans le groupe standard of care. Ils n'ont pas réussi à montrer finalement à plus long terme, mais c'est 0,06. Et ils le disent dans leur discussion qu'ils ont dû arrêter l'étude et que pendant le Covid, ils n'ont plus pu continuer l'étude. Mais c'est vraiment un signal fort qu'il faut retenir. Il faut vraiment œuvrer pour la verticalisation des patients. Un petit mot sur l'électrostimulation, donc dans les autres techniques de réhabilitation. Donc ça consiste à disposer des électrodes sur des groupes musculaires et d'imposer des séances, un peu le sport élec, vous voyez, sur le téléachat. Et finalement, en réanimation, en tout cas chez nous, on ne l'utilise pas beaucoup, voire pas du tout. Il y a des freins à son utilisation et vous allez voir, le niveau de preuve est encore discutable. Mais en tout cas, les patients septiques qui ont de l'œdème, hein, l'œdème c'est vraiment un gros frein à son utilisation. Parce que quand on a des œdèmes de type 3, de type 4, donc de plus en plus importants, du fait de la prise de poids, vous voyez qu'on n'arrive plus à obtenir les contractions parce que le signal électrique il est plus transmis. Donc c'est à réserver à vraiment un certain groupe de patients. Il y a des articles qui montrent que la stimulation musculaire électrique, elle augmente en tout cas, elle limite la perte de trophicité du muscle. Mais quand on va sur des outcomes différents, tels que vraiment préserver la force musculaire en elle-même ou limiter la faiblesse acquise en réanimation, ben, on n'est pas significatif. En tout cas, on réduit la perte musculaire par rapport au bras contrôle quand on l'utilise, mais chez des patients très sélectionnés. Et là, c'était une étude d'Orléans, je ne dis pas de bêtises, qui comparait un bras contrôle de réhabilitation avec quand même un programme progressif, il n'y avait pas rien du tout dans ce groupe, et un programme intervention qui ajoutait au standard of care une session journalière de cycloergomètre, de pédalier, au lit, et 50 minutes d'électrostimulation sur le quadriceps quotidien. Et malheureusement, il n'avait pas montré de différence entre les deux groupes, que ce soit le groupe intervention ou le groupe usuel, notamment sur leur critère de jugement principal qui était le MRC. Et j'en profite pour dire que vous voyez, c'est encore un JAMA, c'est 150 patients, c'est vous montrer quand même l'intérêt de ces revues sur ces thématiques-là, même si le nombre de patients est quand même assez limité. Probablement que ce qui compte plus, ce n'est pas tant l'intensité qu'on va proposer aux patients de la séance, d'avoir le cycloergomètre, l'électrostimulation, mais plus la durée dans le temps et un programme multimodal. Voilà, les méta-analyses peinent à montrer aussi une efficacité si on prend uniquement le cycloergomètre tout seul, à la fois sur la fonction physique à la sortie de l'hôpital ou la mortalité. Ça, c'était une enquête qui avait été réalisée par Claire Jourdan, qui a écrit la mise au point dans la revue du Prat, et qui avait interrogé dans des centres qui font du neurolésé, des kinés, pour voir un peu quels étaient les exercices physiques qu'ils proposaient aux patients. Et vous voyez, donc, quand c'est plutôt blanc, c'est qu'il n'y a pas de patients. Donc il y avait quand même très peu d'équipes qui utilisaient l'électrostimulation musculaire. On était assez limité, et on peut le comprendre chez des neurolésés pour la déambulation avec ou sans aide, pour la station debout. Mais vous voyez, il y a encore quand même du travail à faire pour remonter les barres bleu foncé qui sont en fait tous les patients. Donc kiné-respi, stimulation à l'éveil ou travail passif au lit. On a encore du travail pour optimiser cela, et c'est une étude de 2021. Une dernière chose que je voulais évoquer, il y a des barrières à la mise en place de la mobilisation précoce. Alors là, ça va faire catalogue. Je vous renvoie à l'article de Needham aussi, qui est paru en 2016. Il y a des barrières, mais ce qui est intéressant dans ce papier, c'est qu'il propose des stratégies et en plus, preuve à l'appui. Vous avez toutes les références pour contrer les arguments des gens qui travaillent avec vous et qui ne voudraient pas mobiliser les patients.
donc qui met en évidence le fait qu'il y a des barrières propres aux patients, bien entendu, de douleurs neuropsychologiques, l'équipement. Voilà, utiliser des moniteurs portables. Pour la douleur, utiliser un protocole de soins d'analgosédation dans votre service. Il y a des barrières structurelles en termes de staff, voilà, développer des protocoles. Si vous n'avez pas beaucoup d'équipement, essayez d'en faire une priorité aussi dans votre service. C'est important, la réhabilitation. Voilà, des barrières propres à la culture en elle-même, dans le service dans lequel vous travaillez, ou associées même au processus. Et comme je vous disais, il ne faut pas différer la mobilisation d'un patient parce que vous avez un cathéter ou il y a une radio à faire à telle heure. Voilà, mais je vous renvoie à l'article qui propose vraiment beaucoup d'idées. Vous voyez, vous avez toutes les références associées qui vous permettront d'argumenter pourquoi est-ce que c'est bien de le faire. Les moyens matériels, ils sont importants. Donc ça, c'est à peu près tout ce dont on dispose dans le service. À l'exception du cyclo-ergomètre, on n'a que des cyclo-ergomètres qu'on pose par terre ou sur une table et on n'a pas encore celui qui est allongé. Donc j'espère que ce sera la prochaine acquisition. Mais il faut que vous ayez du matériel. Et en plus, pour les obèses, on a des fauteuils pour bariatriques. Parce que malheureusement, en tout cas, on n'est pas assez équipé pour ça. Il faut qu'on puisse bien prendre en charge les patients qui présentent des surpoids ou des obésités morbides. Donc il faut du matériel et des lits adaptés aussi pour des patients obèses, des haltères, et vous pouvez très bien demander aux familles, quand vous n'en avez pas assez, de revenir avec du petit matériel qui servira après pour le proche quand il sera sorti de la réanimation, des tables de verticalisation, des déambulateurs ou des barres parallèles qui permettent de favoriser la marche à la phase initiale. Donc c'est important de soutenir aussi les kinés de votre service dans ces démarches-là, qu'ils ou elles ne se retrouvent pas seuls à rééduquer les patients. C'est vraiment une prise en charge globale. Ça, c'est pour vous donner une idée. C'est une chambre de réanimation de notre service et on a la chance dans notre service d'avoir des lèvres malades avec des rails qui se mobilisent dans toutes les chambres et même aux soins continus. Et on a quelques chambres pour faire de la levée bariatrique aussi qui supportent plus de 200 kg pour soulever les patients. Voilà, inventez les choses aussi, sortez les patients quand c'est possible. Et depuis peu, on a la chance d'avoir un tapis de marche pour lequel on est en train d'essayer de trouver son utilisation. Donc là, c'est une patiente qui venait d'être sauvée de l'oxygène à haut débit sur une pneumopathie grippale. Donc elle était plus contaminante et on l'a fait sortir de la chambre. Mais ce tapis, c'est un tapis d'une grande marque de magasins de sport. On peut le mobiliser dans les chambres. Je n'ai pas mis la deuxième vidéo parce que je n'ai pas réussi à anonymiser, à cacher le patient. Mais on fait marcher aussi des patients sous OHD dans la chambre avec la possibilité bien entendu de monter le débit d'oxygène et la FiO2 le temps de l'exercice. On peut accrocher sur les côtés son urinaire, etc. Et vous voyez devant, on ne le voit pas bien, mais il y a le petit scope qui est posé devant. Voilà, réhabiliter, c'est aussi donner de l'humanité et bon, des fois on fait quelques exceptions pour des patients qui ont pu voir des proches qu'ils avaient envie de voir aussi. J'en termine bientôt. Les moyens humains, vous savez qu'il y a des décrets qui fixent le nombre de soignants qu'il faut par patient. Donc on sait qu'il faut 2 infirmiers ou infirmières pour 5 patients, un aide-soignant pour 4. Et pour l'instant, à l'heure actuelle, le décret dit qu'il faut être en mesure de faire intervenir en permanence un masseur kinésithérapeute qui a une expérience attestée en réanimation. Mais les sociétés savantes se battent pour mettre des ratios pour pouvoir avoir un certain nombre de kinés par patient. Nous, on a la chance d'avoir 3 kinés dans le service pour 26 lits de réa, 2 lits de choc et 10 lits de soins continus. C'est pas assez. Plus des kinés bien sûr d'astreinte et de garde le week-end qu'on peut contacter quand on doit extuber des patients qui peuvent être à risque de réintubation. J'insiste aussi sur le rôle finalement de la mobility team ou des infirmiers aides-soignants facilitateurs qui pourraient être détachés du soin juste pour vraiment fluidifier la démarche de réhabilitation pour les patients. Et il ne faut pas hésiter à étoffer l'équipe aussi si c'est possible avec ergothérapeutes, orthophonistes. Et il y a vraiment plusieurs publications et j'incite, j'espère qu'il y a des infirmiers ou des aides-soignants dans la salle et des kinés à vous lancer à corps perdu dans la recherche paramédicale sur ces sujets-là parce que c'est important et je pense que vous avez toute votre place dans le programme de réhabilitation des patients. Voilà, dans la revue sur la mobilisation précoce, il y avait un protocole de mobilisation qui avait été donc adapté d'ailleurs d'une des publications de Gérald Schank, qui proposait, vous voyez, une mobilisation qui va de l'admission en réanimation à la sortie, avec déjà la position proclive, le fait de mettre les patients assis dans le lit plusieurs fois par jour, de faire des bords de lit, les mobiliser au fauteuil, puis après les faire déambuler. Et vous allez pouvoir rajouter, en fonction du niveau de conscience, des différents types d'exercices.
Donc vous pouvez vous en servir pour essayer de faire un protocole dans votre service. Et en fait, j'en terminerai par là. Il faut vous poser la question, et encore une fois pour les plus jeunes, on est content de mettre des cathéters, de remplir, d'avoir des résultats de suite, mais est-ce qu'on est là pour faire des survivants ou des victimes? Et il faut arrêter, je pense, de faire l'autruche, c'est-à-dire de regarder, d'avoir cet effet tunnel et de ne regarder qu'à l'instant T les résultats de ce qu'on fait chez ces patients qui se battent pour leur vie. Il faut aller un peu plus loin. Et chaque geste, chaque cathéter qu'on va faire, chaque remplissage, ah il est hypotendu, oui vas-y 500 ml, non. Chaque prescription doit être pesée, pondérée et doit servir à quelque chose. Parce qu'à la fin, c'est le patient qui va le payer. Et pour sa réhabilitation et sa survie en réanimation, chaque millilitre de cristalloïde que vous allez lui administrer aura un impact sur ses capacités de réhabilitation. Et donc, ceux qui en parlent le mieux, c'est les patients. Vous avez vu fleurir pendant le Covid, finalement, des témoignages, des traumatisés. Je garde des séquelles, notamment psychologiques. J'avais le corps explosé, le mental en miettes. C'est des mots forts, hein. Ce corps-là, avant de comprendre qu'il s'agissait de moi, j'étais un légume. Et donc, intéressez-vous au post-réanimation et à ce que deviennent vos patients après, parce que je pense que vous serez des meilleurs soignants dans votre vie de tous les jours et vous pèserez encore mieux vos prescriptions, vos cathéters. Je vais refaire ça, et des gestes invasifs. Et peut-être que vous apprendrez à reculer d'un pas et être un peu moins invasif en réanimation. Je vous incite à suivre des gens qui ont vécu la réanimation et qui en parlent. Elle, c'est une grande brûlée et qui raconte toutes ces étapes de la réanimation et de sa réhabilitation. Et elle parle très bien, mais je digresse un peu, voilà, des séquelles liées au coma et aux addictions, comme elle dit. Hein, voilà, quand elle a besoin de morphine, il fallait qu'elle ait de la morphine. Voilà. Et les patients, encore une fois, c'est ceux qui en parlent le mieux. Donc je pense qu'il faut être très humble là-dessus. Et encore une fois, ce n'était pas le topo aujourd'hui, mais vraiment préciser l'intérêt du suivi post-réanimation. Voilà, il y a des trajectoires variables et on comprend bien que le séjour en réanimation, où on va mettre en place la réhabilitation, il est très court comparé à la trajectoire de vie et de réhabilitation que va suivre le patient, avec des patients qui vont malheureusement être grabataires, voire en décéder, puis des patients qui vont mettre du temps à remonter la pente sans arriver à leur état initial. Et donc la phase de réhabilitation et finalement de thérapeutique qu'on met en place en réanimation, elle va conditionner la trajectoire que va prendre le patient à la suite. Donc il faut qu'on y réfléchisse à tous les instants. En synthèse, vous avez vu que la littérature, déjà, elle date d'une quinzaine ou vingtaine d'années, et elle a montré qu'il fallait mobiliser les patients. En tout cas, elle souligne l'intérêt d'une stratégie multimodale et dirigée, avec des équipes vraiment dédiées à ça. Et il faut probablement arrêter de regarder des outcomes immédiats, mais regarder à plus long terme, écouter les patients qui viennent en post-réanimation et établir une démarche pluridisciplinaire dans votre unité. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire l'état des lieux dans votre service. Est-ce que vous avez des protocoles d'analgosédation dont on va parler? Est-ce que vous dépistez systématiquement le délirium et les inconforts en réanimation? Douleur, dyspnée, anxiété, soif, sommeil. Est-ce que vos patients, tous les jours, vous vérifiez s'ils sont éligibles à un sevrage ventilatoire? Est-ce que vous faites le bilan entrée-sortie des patients? Est-ce que vous le faites quotidiennement? Il a plus de 3 litres, il a pris 15 kilos en 12 jours. Est-ce que vous le faites tous les jours? Est-ce que vous avez des protocoles de nutrition? Est-ce que vous avez formé vos soignants, finalement, à limiter les agressions des patients en réanimation? C'est ce qui permettra de favoriser la réhabilitation après. Est-ce que vous avez mis en place des protocoles de réhabilitation dans vos unités? On a vu les différents paliers en fonction des scores de conscience et du MRC des patients. Et essayer de dépister, d'encourager et de proposer par palier aux patients et même aux familles la progression de ces patients. Et puis essayer d'évaluer la qualité et l'impact de vos stratégies de réhabilitation. J'en ai terminé, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup Fanny pour cette très belle présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. On a peut-être le temps pour une. On va avoir le temps pour une question. Une question, parce qu'on est déjà un peu en retard. Tu as une question? Merci beaucoup Fanny. On était scotchés par cette présentation et qui est très incarnée. Tu as beaucoup insisté sur le bilan entrée-sortie, pas remplir inutilement. Le lien avec la réhabilitation, c'est quoi? C'est que quand ils sont bibindom, ils ne bougent plus, c'est ça?
Je pense que c'est assez clair et parfois ça ne l'est pas. Et je me revois au début de mes études où je ne pesais pas l'impact finalement du juste soin, du juste médicament prescrit, du monitoring pour adapter finalement le juste remplissage dont a besoin les patients. Et bien entendu, vous voyez bien que vos patients, quand ils ont des jambes qui pèsent 10 kg ou 5 kg chacune de plus que finalement à la base, vous aurez beaucoup plus de mal et pour les kinés à les mouvoir et pour les patients à se mobiliser. Tout à fait.